déchiffrage comme promis donc avec Laurent Grassin, directeur média chez Boursorama. Bonjour Laurent. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner pour cette dernière émission de la saison avec Antoine Larigauderie de BFM Business. Bonjour, que je ne présente plus bien sûr. Merci Antoine d'être là également. Bon, commençons par l'actualité chaude. C'est vrai qu'on voit quand même que c'est compliqué sur le front de la guerre commerciale, Laurent, avec donc la Chine qui décide, annonce là, même pas il y a une heure, aux alentours de 9h15, 9h30, d'imposer des taxes allant jusqu'à 35% sur les brandis européens. Bon, c'est quand même une annonce qui tombe au plus mal, sachant qu'il y a le ministre des Affaires étrangères qui était de passage en Europe depuis lundi. C'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que l'Europe, effectivement, essaye de protéger son industrie automobile contre l'irruption des véhicules électriques chinois. Donc, il y avait là des mouvements qui avaient été engagés. Les Chinois répliquent sur les brandis, donc le cognac, forcément, puisque c'est ce qui va être visé. Bon, on voit que les titres réagissent mal, mais pas si mal que ça. C'est pas non plus, c'est quoi, moins 2% en ce moment sur les différents LVMH perd 2%, voilà. Pernod Ricard perd 1%, moins 1,8% pour Rémy Cointreau. Ça reboucle, si on est amené à parler un peu de ce premier semestre, ça reboucle un petit peu les difficultés du luxe. C'est ça, on se rend compte que dans les contre-performances depuis le début de l'année, dans ce contexte extrêmement troublé de guerre commerciale, on a plutôt arbitré les valeurs du luxe, LVMH, Kering, un peu moins Hermès. Et c'est sûr qu'on voit que la difficulté à clore cette page de la guerre commerciale et des tarifs douaniers risque encore quand même de peser sur la seconde partie de l'exercice. Donc ceux qui sont en train peut-être de guetter un point bas, parce que c'est ça aussi, on se dit tiens finalement est-ce que c'est le bon moment pour revenir sur les valeurs du luxe parce qu'il y a quand même eu des baisses, on voit que c'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas aussi simple que ça et surtout c'est très volatile. On l'a encore vu cette semaine, Antoine, avec LVMH qui a repris 9% en deux séances et puis là ça se dégonfle un petit peu. Tout à fait. LVMH qui reprend 9% mais qui en perd toujours 25% depuis le début de l'année. Il faut voir d'où on part. Rémy Cointreau, même chose. Alors, c'est compliqué cette espèce d'échange de bons procédés, entre guillemets. Tu me taxes, je te taxe. Voilà, entre la voiture électrique et les cognacs, parce que les cognacs, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans les cours. Rémy Cointreau qui perd 19% depuis le début de l'année, donc il y avait beaucoup d'anticipation. L'automobile électrique, c'est un petit peu plus tricky, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les Chinois, ont une dynamique de développement sur l'Europe pour les voitures électriques, mais dans les showrooms BYD, MG, etc., vous trouvez de plus en plus de « Ah, mais on fait de l'hybride aussi. Ah, mais on fait du thermique aussi. On l'a aussi en version thermique, la voiture. » Et du coup, on a l'impression du barrage qui est en train de céder. Alors, ils doivent se retrouver, les responsables européens et chinois, dans quelques jours, quelques semaines, c'est au cours du mois de juillet, théoriquement. Et ces deux secteurs, les vins et spiritueux d'un côté et l'automobile, vont être au centre des discussions. On peut prévoir que les choses bougent à ce niveau-là parce qu'on a vu, et depuis le début de l'année, que la Chine adoptait quand même un ton beaucoup plus policé, beaucoup plus cool, comme on dit, avec l'Europe, apte à négocier. On peut sans doute prévoir que le ton s'adoucisse à nouveau à ce niveau-là. Avec des constructeurs chinois qui s'adaptent. On l'a vu notamment avec BYD qui prévoit de construire des usines en Europe. Mais ainsi, ils vont totalement détourner les taxes douanières. Donc au final, ces taxes, même si elles sont mises en place, ça sera pour de courtes durées. Et c'est pour ça que les conversations qui vont avoir lieu sont importantes parce qu'elles se situent sur le long terme. Si vous voulez, effectivement, il y a un avantage compétitif des Chinois par rapport à nous qui est indéniable. Ils peuvent se permettre de démolir leurs marges. Voilà. Et ils se font un plaisir de le faire et on voit que les dynamiques de développement sont en leur faveur. Maintenant, encore une fois, c'est un scénario qui teinte à mon oreille pour les 15, 10, 20 prochaines années. Imaginez que BYD s'installe dans un bassin d'emploi en France, crée des emplois, crée des voitures fabriquées en France qui correspondent à nos besoins. Là, le cas de figure serait très nettement différent. Et ça pourrait être aussi un aspect intéressant des conversations qui peuvent avoir lieu. BYD qui pourrait frapper comme Toyota l'a fait à Honin il y a une trentaine d'années, et avec succès, et avec notre bon vouloir. Et les équipementiers chinois aussi réfléchissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les constructeurs, ils amèneraient aussi, là aussi, pour les gens qui suivent les équipementiers européens, attention, parce que potentiellement, on se disait à un moment, on est un peu tranquille, les équipementiers européens sont incontournables sur certains secteurs, on a une avance technologique, on se rend compte que c'est plus aussi vrai, que non seulement effectivement il y a toute une chaîne qui s'est formée en Chine, et maintenant c'est pareil, effectivement les équipementiers chinois parlent de suivre les constructeurs et de venir s'installer en Europe. Pour compléter la chaîne de valeur. Exactement, ça peut être bon pour l'emploi, ça peut être bon pour l'économie. Pour vous, investisseurs qui êtes sur des équipementiers ou des constructeurs européens, c'est peut-être là aussi un petit peu plus compliqué.
Puisqu'on parle d'auto, l'actualité également de ces dernières heures. Bah oui, la transition, elle est toute trouvée. C'est Stellantis avec de nouveaux rappels. Hier soir, le groupe a annoncé vouloir rappeler près de 1 million de véhicules en Europe. Énième problème qui concerne cette fois le moteur diesel 1,5 litre Blue HDI, avec notamment des suspicions de problèmes sur ce moteur. Voilà. C'est les arbres à cam. Les arbres à cam. Alors concrètement, ça concerne des C3, des C4, des 208, des 2008, des 3008, des Opel Corsa, des Mopka, produites entre 2017 et 2023. 2-3 bagnoles qu'on voit dans la rue assez régulièrement. Voilà. En France, Antoine, ça concerne plus de 600 000 véhicules. Bon, voilà, Calice jusqu'à Lali. On a eu droit au 1,2 litre PureTech. Qui est devenu légendaire. Qui est devenu tristement légendaire. Qui est resté des mois et des mois sous le radar. Oui. Il n'y avait aucune communication dessus, alors que tous les clients se plaignaient. On pourrait dire la même chose de ce moteur Blue HDI, parce qu'on commençait à remonter des problèmes. Beaucoup d'utilisateurs avaient quand même des soucis, et il n'y a pas eu... Enfin, la communication... peut-être un peu tard. Calice jusqu'à Lali. Alors, on voit que le titre perd 2%. Moins 1,8%, 8,58 €. Alors, je dirais que Stellantis, là aussi, c'est un petit peu comme Rémi Cointreau, c'est un petit peu comme LVMH, il faut voir d'où on vient, il n'en reste plus grand-chose. Le titre perd 32% depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a eu aussi le scandale des airbags Takata, c'est vrai qu'il y a eu, qui on se prend comme patron maintenant, ça a quand même duré, et puis on voit qu'il y a quand même une crainte de fuite des cerveaux du côté du pôle PSA, et une reprise en main du côté des actionnaires américains et italiens. Donc, il y a 2-3 inquiétudes autour de Stellantis. Maintenant, je dirais que c'est un petit peu comme Renault et les pertes qui signent à cause des mauvaises performances de Nissan. Une fois qu'on a une communication qui dit on déballe tout, voilà, c'est acté, c'est bon. Les opérations transparence sont plutôt bien prises par le marché. Regardez, Renault a quand même pas trop mal réagi ces derniers jours. Là, de toute manière, on sait qu'il y a un problème endémique sur les moteurs de cette époque-là. On en demandait trop au diesel, il y avait trop de taux de compression, les moteurs chauffaient trop, etc. Le moteur mal conçu, le PureTech, il est visiblement, ce que disent les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste de la motorisation, mais il était mal conçu à la base. Donc, on en demandait trop au moteur, on lui demandait trop de rendement. Et dans un souci d'économie. Mais du coup, on a créé des problèmes industriels qui, on l'espère, seront purgés avec cette reprise en main managériale. Mais Antoine, là vous comparez avec Renault, mais Renault, c'est pas des problèmes de fiabilité sur les modèles. C'est-à-dire que là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur va continuer d'acheter des voitures Stellantis par rapport à tous ces rappels? Et surtout, je pense qu'il y a des traumatismes chez les détenteurs de voitures Stellantis qui vont se dire plus jamais j'achète une voiture Stellantis. C'est exactement ça, parce que tout à fait. Il l'a dit Antoine, c'est-à-dire que le problème, il est resté sous le manteau, donc placez-vous dans la peau du particulier qui a une voiture qui ne marche plus, dont il a besoin pour aller au travail. On lui dit non, c'est pas, c'est peut-être et il faut qu'il galère comme ça, qu'il la ramène, qu'il paye parfois, qu'il avance des frais jusqu'à ce qu'on reconnaisse non, il y a peut-être un problème plus grave. On ne peut pas demander aux gens de faire preuve de patriotisme économique. On ne peut pas leur demander de mettre 2, 3, 5, parfois 10 000 € de plus sur un véhicule et se retrouver avec, encore une fois, ce sont des véhicules 1 sur 3 dans la rue, disait Antoine, mais c'est ça, qui ont été achetés par énormément de Français. Alors, c'est la corollaire des synergies, c'est-à-dire que le moteur, il se retrouve sur 10 bagnoles en même temps. Exactement, donc c'est quand même compliqué là de se dire vous devez faire preuve de patriotisme économique, privilégier le Made in France, Made in Europe, mais par contre quand vous avez des ennuis, vous êtes un petit peu tout seul à les gérer, et il faut attendre et espérer qu'à un moment on vous dise ok, on reconnaît qu'il y a un problème et on va s'en occuper. Cela dit, on a vu des crises chez certains constructeurs issus de moteurs mal conçus, de châssis mal conçus, c'est des choses. Paradoxalement, malgré la lourdeur de l'outil industriel automobile, c'est des problèmes qui peuvent être réglés très très vite. Regardez, il y avait un moteur, je me souviens, c'était dans les années 80, c'était le V6 PRV qui était conçu par Peugeot, Renault et Volvo en même temps. Oui. Ils avaient tous le même. Les premiers exemplaires, c'était une horreur. La chaîne cassait, c'était n'importe quoi. Ça a été résolu en très très peu de temps. Malgré tout, il a fallu qu'ils sortent de leur porte-monnaie pour aider les consommateurs qui avaient des voitures qui ne marchaient plus. Ça a fait un mini scandale à cette époque-là. Maintenant, c'est des problèmes qui peuvent être résolus très très vite. Le souci chez Stellantis, c'est maintenant, il faut des organes de direction très fiables, une ligne, beaucoup de visibilité, une stratégie très claire, transparence totale. Et là,
l'effort sur cette communication est peut-être bien à noter, justement, en disant, bon, allez, on solde tout, il y a eu des problèmes là-dessus, peut-être qu'il y aura d'autres problèmes qui seront révélés un petit peu plus tard, mais voilà, les opérations transparence, généralement, peuvent bien se passer si le problème est bien pris en main définitivement, et que voilà, on a une sorte de fond de cuvette assez fiable sur lequel on peut pricer les choses, notamment en bourse. En tout cas, ce titre est sous pression ce matin, à moins 2%, à 8,57 €, toujours proche de ses plus bas historiques. Et donc, Stellantis qui rappelle 930 000 véhicules, des moteurs diesel 1,5 litre Blue HDI, produits entre 2017 et 2023. Venons-en un petit peu à la deuxième partie de l'année. Ça y est, on est rentré dedans mardi. Bon, le premier semestre, Laurent, il fallait avoir des banques, il fallait avoir de l'assurance, il fallait avoir également des valeurs défensives, mais pas toutes, et quelques cycliques. Oui, c'est un petit peu ça, c'était le combo gagnant. C'est vrai que quand on regarde ses performances sur le premier semestre, j'ai un peu triché, je les ai un peu arrêtées hier soir, donc les variations ne sont pas complètement précises, mais on a quand même les grandes tendances, vous l'avez dit. La revanche des financières, incroyable, les bancaires, effectivement, Société Générale, plus 70, Paribas, exactement. C'est la meilleure perf d'ailleurs. Oui, c'est la meilleure performance du CAC 40. On a BNP Paribas qui est bien, on a AXA, on a Crédit Agricole. Donc voilà, on est sur toutes des progressions, en tout cas supérieures à 20% depuis le début de l'année. Il fallait bien sûr avoir de la défense avec la très belle performance de Thales, là aussi, plus 70%, 75% depuis le début de l'année. Safran se comporte très bien. Et puis au milieu de tout ça, il fallait avoir, et des valeurs dont on parle plus tellement, en tout cas, c'est pas celles qui font forcément l'actualité, il fallait avoir du Orange, qui fait une très belle performance, et il fallait avoir du Bouygues. Je pense que toutes les fois où je suis venu sur le plateau de Tout pour Investir, on a les valeurs de rendement, les valeurs du BTP, voilà. ça a bien valeurs du BTP, Vinci, c'est très bien comporté également, Eurofins Scientifique, Engie. Donc on voit bien que effectivement, à part ces deux grands secteurs qu'on va appeler finance défense, le charme des valeurs défensives a produit tous ces effets sur ce premier semestre. Alors que c'était des valeurs dites ennuyantes ces dernières années, les Veolia et compagnie. Si vous suivez Bouygues sur le long terme, vous risquez de vous endormir un peu. Voilà. Non pas que la stratégie du groupe, attention, elle a de l'intérêt. Non, c'est pas de leur faute, ils sont dans un secteur qui... Vous regardez, des fois c'est à 30, des fois quand c'est bien c'est à 37, ça monte à 38, et vous pouvez faire l'exercice sur plusieurs années de suite. Donc, je pense que le petit facteur déclencheur aussi sur tout ce qui est BTP, sur tout ce qui est infrastructure, ça a été aussi les annonces allemandes en matière de dépenses, en matière européenne, à dimension européenne de manière générale. Il y a eu un petit facteur déclencheur à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était des valeurs qui étaient redevenues attrayantes parce que, encore une fois, il y a du rendement. Et ça, on sort du BTP de AXA, plus 30% depuis le 1er janvier, 5% de rendement. Et hier, un programme de rachat d'actions de 3,8 milliards à la suite de la vente de AXA IM. 3,8 milliards, on doit être à 7-8% de la capitalisation boursière. C'est vraiment gigantesque. C'est vraiment intéressant. Au début de l'année, on m'aurait dit AXA, vas-y AXA, j'aurais fait ouais, pourquoi pas. Peut-être plusieurs d'ailleurs. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas touchées par les droits de douane. Du tout. Les droits de douane, on est dans le flou d'ailleurs, Laurent Grassin. La date, c'est le 9 juillet. Alors bon, il y a eu des ballons d'essai, notamment de l'équipe Trump, en disant non, mais le 9 juillet, c'est pas une date fixe. Le lendemain, Donald Trump a contredit en disant non, mais on peut déclencher de nouvelles taxes à partir du 9 juillet. En attendant, c'est la semaine prochaine. Il n'y a toujours pas d'accord avec l'Europe, il n'y a toujours pas d'accord avec le Japon. Il y a eu des préaccords avec la Chine, avec le Vietnam, mais c'est désolé Étienne, mais à part faire de la discussion de comptoir, non mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est-à-dire qu'effectivement, on est soumis à l'agenda de Trump, à peut-être aussi son manque peut-être de conviction profonde sur ce qu'il veut faire réellement. Donc voilà, c'est vivre sur les marchés à une époque de la volatilité de Trump. Donc savoir que oui, le 8 au soir, il dira super news, mais je vous la donne dans 4 jours. Et puis dans 4 jours, non, en fait, je me suis fâché, ils sont nuls. En fait, non. En fait, non, voilà. Donc... Voilà, je pense que la valeur ajoutée de l'expert par rapport à l'homme de la rue est quasi nulle. Non, mais ça résume bien le flou. De toute façon, c'est vrai que personne ne peut savoir ce que concrètement va faire Donald Trump. Antoine, par contre, c'est intéressant de voir que Wall Street a encore touché des records hier soir sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Ils sont repartis Nvidia qui est à la porte des 4 000 milliards. Voilà, des 4 000. Mais attendez, il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre. 4 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est inédit. De dollars.
En dollars. Ah, bah, d'accord, il va dire parce que le dollar baisse, donc bon. À chaque fois, c'est ma vanne, mais... non, mais c'est vrai, il faut le rappeler, parce que le S&P 500, quelqu'un qui a acheté du S&P 500 en euros au 1er janvier n'est pas du tout sur un record, il est même négatif. Oui. Du tout, absolument. Il faut toujours prendre ça en compte, et c'est vrai que ces taux de change, ça va être la clé. Ça et les taux, les taux, ça se retend quand même du côté des États-Unis, 4,35. On voit que le marché action a beau dire chouette, l'économie américaine est résiliente, les taux disent ouais. Il y a un peu de dette quand même. C'est ça. Il y a de dette à refinancer. Il y a un peu de dette. Et le dollar, on est quand même à un bon thermomètre. On est toujours proche des 1,18. Et c'est vrai que ça a été une anomalie de ce premier semestre, c'est de voir le dollar descendre aussi fort alors que les taux montaient. Théoriquement, il y a un petit effet de rémunération quand même sur les actifs dollars. Là, pas du tout. C'est pas du tout des branches, l'arbre. Non, le dollar, il est tombé au pied de l'arbre. Et ça risque de continuer. En tout cas, l'Amérique, ça fait toujours rêver. Ça fait toujours rêver AstraZeneca. Alors, c'est une information du Times, Laurent Grassin, absolument, que le groupe n'a pas voulu confirmer. Mais apparemment, AstraZeneca réfléchit pas à faire une double cotation, mais carrément à quitter le FTSE, la bourse de Londres, pour aller s'installer à New York. Aux États-Unis, exactement. Ça dit deux choses. Un, de ce que font les groupes pharma actuels, et deux, peut-être du dynamisme de la place londonienne. Je vais plutôt m'intéresser au premier aspect, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a quand même un mouvement qui a été amorcé depuis ce début de la guerre commerciale, des groupes européens qui ont commencé vraiment à sentir le risque pour eux, parce qu'on va le répéter ici, le marché américain, c'est le premier marché et de loin, et on ne peut pas se couper de ce marché-là. Donc, il faut être présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des laboratoires comme Roche, comme Novartis, comme Sanofi, comme Novo Nordisk ont annoncé des investissements. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars pour produire local. On le voit aussi dans le cas de Novo Nordisk pour Ozempic notamment. Donc, il faut être là-bas. Et puis, dans le même temps, en avril, c'est passé un petit peu inaperçu. Il y a 32 laboratoires qui ont envoyé une lettre un petit peu à la commissaire Ursula von der Leyen pour dire: les gars, il va falloir vous bouger en Europe, parce qu'effectivement, la souveraineté, on en parle dans les questions de défense, on en parle du coup un petit peu moins dans les questions de pharma, mais nous, on trouve que ça va pas. Exemple, le marché européen, c'était 29% des ventes pharmaceutiques en 2004, c'est devenu 22%. Aujourd'hui, c'est plus de 53% aux États-Unis. Alors, quels sont les réquisitoires de ces laboratoires? Eh bien, vous vous en doutez, là où aux États-Unis, on parle de prix des médicaments parce que c'est trop cher, chez nous, on parle de prix des médicaments parce que c'est trop bas. Et donc de dire, effectivement, regardez par le biais parce que c'est compliqué la tarification des médicaments, on se donne, il y a des rabais, et puis finalement, il y a des... Donc au final, l'industrie expliquait que sa contribution au financement public des médicaments était passée de 15 à 22% sur les dernières années. C'est-à-dire qu'en gros, ils expliquent, nous, en fait, l'effort d'innovation qui aurait dû vous coûter, il a été absorbé par ça. Alors, débat politique qui est absolument explosif. Et puis, bien sûr, la complexité réglementaire, le fait qu'il faille parfois 400 jours dans certains pays pour passer d'une AMM à une commercialisation, là où quelques pays arrivent à tenir la directive européenne des 180 jours. Aux États-Unis, c'est encore moins. Donc, attention, là aussi, quand vous êtes, si on se passe du point de vue de l'investisseur, quand vous êtes sur un laboratoire européen, il va falloir que ce laboratoire-là anticipe bien ça. Donc, quelqu'un qui vous dit non, moi je suis assez confiant sur l'Europe, il y a quand même des risques à court terme. Et puis sur l'Europe, il faut là aussi se réveiller. Alors, on comprend bien, je pense que dans l'opinion publique, c'est presque plus simple de dire on va acheter des chars que de dire on va monter le prix des médocs. Mais le débat est au moins aussi crucial. En tout cas, il y a du chantage de la part de AstraZeneca, d'une certaine façon. On peut voir ça. Le problème aussi, c'est toutes ces entreprises qui avaient besoin d'investir aux États-Unis, qui se sont fait traiter de vous êtes pro-Trump, machin. Non, il y a aussi du business à faire, et il y a des choses et il y a des fondamentaux économiques. Et là, on parle de pharma. Voilà, à pas oublier. Il y a toujours de l'intérêt à fabriquer des médicaments en Europe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les médicaments à haute plus-value, ceux qui demandent de la recherche, ceux qui demandent à ce qu'on rachète peut-être une biotech pour avancer plus vite, plus fort sur certains segments. Mais voilà, il y a aussi tout le marché américain. C'est une population qui a de plus en plus besoin de médicaments, malheureusement. Et ne pas s'installer là-bas, c'est une faute stratégique, et les boîtes n'ont pas pour vocation à se dire je ne vais pas faire ça, sinon je vais fâcher un tel et un tel. Les actionnaires, ils demandent aussi à ce que la boîte fonctionne et des dynamiques de développement fiables. Donc voilà, et encore une fois, ça revêt un aspect très politique. Donc c'est vrai qu'AstraZeneca peut éventuellement nourrir quelques soucis à ce niveau-là. Sauf erreur de ma part, Laurent, c'est la plus grosse capitalisation de la bourse de Londres. C'est 180 milliards, l'équivalent 180 milliards d'euros. Donc ce serait un vrai coup de tonnerre. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, Étienne. Je pense que c'est
peut-être un petit coup de bluff pour dire arrêtez de nous casser les noix, si je puis dire, pardon, avec des régulations ou des réglementations trop compliquées, parce que sinon on s'en bat. Voilà, Total Energy avait fait un petit peu le même. Juste un tout petit exemple historique. Je me souviens d'une boîte qui s'appelait Halliburton, spécialiste dans les pipelines et tout, qui commençait à avoir des problèmes réglementaires aux États-Unis. On s'intéressait aux liens avec le Pentagone, les histoires noires là, de la Deuxième Guerre du Golfe. Ils ont dit bon, écoutez, vous savez quoi, on va s'installer aux Émirats. Ils y sont allés. Ils continuent à faire du business aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ils sont basés à Dubaï maintenant et personne ne leur dit plus rien. Et pour fermer la boucle dans le secteur de la santé, figurez-vous que Carmat reprend quasiment 40% ce matin. Il y a une reprise des cotations. Avec Carmat qui lance un processus d'appel d'offres. Donc concrètement, ils cherchent des partenaires financiers, voire même à se faire racheter. Enfin, ils sont ouverts à toute proposition. Ouais. Et l'intérêt spéculatif qui reprend très clairement sur la valeur. Bon, on est toujours sur des plus bas, 47 centimes. En un mot en un mot, attention, les besoins de financement sont encore énormes. Énorme. Et donc, effectivement, pardon du jeu de mots facile, vous pouvez vous faire un petit coup de cœur comme ça, ou un coup au cœur si vous vous loupez, mais attention sur le dossier, sur à la fois les besoins médicaux et sur le besoin en financement, il y a encore beaucoup de dizaines de millions d'euros à trouver. Le mot de la fin, Antoine. Le mot de la fin, qu'est-ce que Carmat est allé faire en bourse ? Voilà, c'est juste ça, c'est cruel et c'est vraiment un beau gâchis. On était au-delà des 100 euros, je crois. On l'a été plus haut. Tout à fait. 15. Et après, mini-fin, attention aussi, qu'est-ce que est allé faire en bourse ? Attention que vous êtes investisseur individuel sur ce type de dossier. Il fonctionne plus sur du cash quand il y en a. Exactement. Donc, faut vraiment, il faut à chaque fois, c'est pas parce que la promesse est belle et qu'en plus elle est compréhensible par rapport à beaucoup de medtech ou de biotech. Là, on voit tout de suite, prothèse de cœur intégrale, c'est magnifique, que pour autant c'est simple derrière. 47 centimes plus 36% pour ce titre Carmat. Merci beaucoup, messieurs. Laurent Grassin, donc directeur média chez Boursorama, et Antoine Larigauderie de BFM Business. On vous retrouve cet après-midi dans BFM Bourse. 10h53, tout de suite, le match des traders.